RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier. Salut à toutes et à tous, c'est devenu l'arme maîtresse du rugby moderne, le lancement de jeu décisif pour marquer des essais pour les initiés. C'est une galaxie infinie et secrète. La touche, souvent deux joueurs qui emportent un autre pour le grand public, c'est en fait un nid stratégique, complexe, technique et infiniment précis. Comment on établit un véritable catalogue de ce secteur? Combien de combinaisons sont possibles? Avec quel profil de joueur? Et comment on élabore une stratégie lors des matchs? Car on ne doit certainement pas faire les mêmes touches selon les endroits du terrain, le score, le temps qu'il fait ou les joueurs qu'on a à disposition. Et bien pour parler de ça, on va essayer de satisfaire les spécialistes mais aussi de faire de la pédagogie un peu pour que tout le monde arrive à comprendre les subtilités de la touche. Et pour cela, on a Julien Landry. Alors vous vous dites que le seul Julien Landry. Bonjour Julien déjà. Je suis pas le plus grand déjà pour sauter en touche déjà. Ouais, et alors pour ça, la subtilité c'est peut-être pas possible. Rien que toi. On n'est pas tous les deux les plus grands pour sauter en touche en plus. On a choisi les deux plus grands d'RMC pour les touches. C'est pas faux. Mais on a la chance Julien d'avoir un spécialiste. Antoine Batut est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine évidemment ancien joueur professionnel, longue carrière, Toulouse, Auge, Montauban, Racing Montpellier, Bayonne. C'est bon? J'ai tout bon pour les clubs? Oui, c'est ça. C'est ça, dans le catalogue. Mais aujourd'hui, c'est l'entraîneur de la touche et du jeu d'avant à Montpellier que l'on accueille. La touche, presque une passion pour toi à ce niveau. On va le découvrir, on va le faire découvrir aux gens. Tu vas nous aider à décrypter tout ça, à expliquer aux spécialistes, aux néophytes, je le disais, donc l'importance de la touche aujourd'hui dans le rugby. Se lancer en touche, capté encore une fois en début d'alignement par Yacouba Camara. On va s'organiser autour de Yacouba Camara. On va le désaxer, ça va passer au sol. Il va y avoir un avantage en cours. Les Palois qui ont effondré ce mol. Et là, cette fois-ci, ça avance très fort des côtés des Montpelliérains qui ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne d'essai avec un avantage en cours. Il vous faut évidemment jouer cette balle, peut-être s'organiser avant et l'essai des Montpelliérains, l'essai du bonus offensif signé Tyler Duguid. Voilà, il suffisait qu'on batte quelques instants pour que les Français marquent leur premier essai, Wilfried. Exactement, un 50-22 trouvé par Gaël Picou sur une relance française et sur cette touche prise par Chalolivon. On vient à hauteur avec Moefana et derrière, c'est très simple, Antoine Dupont joue à nouveau à hauteur pour le deuxième ligne, Thibaut Flamand. Et il marque le premier essai des Bleus, son 6e en équipe de France. Attention à la touche. Denis, lancé Mobaka, Roumat, pris du milieu de terrain, bonne combinaison avec Merfou à l'intérieur. Ça va laisser ça va laisser ça va laisser. Qui a marqué? C'est Boudéan. C'est Boudéan qui a marqué, il me semble. Roumat a pris le ballon au milieu d'alignement et il a mis le ballon vers l'intérieur, vers la touche pour le ballon porté derrière. Voilà quelques exemples de touches qui nous ont marqué à cet automne. Il y en a une pour le bonus offensif de Montpellier. En plus, ça va rappeler des bons souvenirs à Antoine. Antoine, est-ce que déjà tu peux expliquer aux gens, à partir de quelque chose d'assez général, mais aux gens qui nous écoutent, ce que représente nos jours cette phase de jeu dans un match de haut niveau, l'importance de la touche, son influence, et voilà, c'est une impression, peut-être pas qu'une impression, qu'elle est primordiale maintenant dans les matchs. Alors la touche, on va essayer de faire simple, le plus simple possible. C'est souvent ce que je dis aux joueurs. Il faut faire simple, c'est le plus important. Donc la touche, en fait, c'est un lancement de jeu. Donc le ballon est à l'arrêt et on le met en jeu. Et c'est une occasion de gagner du terrain pour aller marquer, voire même d'aller marquer directement. Mais en fait, la touche propose des lignes de hors-jeu à 10 mètres de chaque côté. Ouais, pour les 3 quarts. Donc pour les joueurs qui sont à l'intérieur de la touche, vous avez l'opportunité, si vous avez le ballon, de gagner rapidement 10 mètres. Voire même de déstabiliser la défense adverse, sans forcément gagner les 10 mètres, mais de la déstabiliser pour pouvoir ensuite franchir et gagner d'autres mètres un peu plus loin. Mais est-ce que ça a pris une importance majeure aujourd'hui par rapport à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années? Toi, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'entraîneur de la touche dans les staffs, très peu. Il y avait des joueurs qui étaient spécialistes de la touche. On pense à toi, je me rappelle ici à Montpellier où tu travailles beaucoup la touche. Julien Pourricelli, Jean Bouillot aujourd'hui à Toulouse. Toi, aujourd'hui, tu es un entraîneur de la touche. C'est aussi un secteur qui est travaillé spécifiquement aux entraînements, plus que ce que vous faisiez à l'époque? Oui, complètement, parce que les équipes se préparent en ce sens pour marquer justement plus de points que sur une pénalité. Et comme c'est l'opportunité de déstabiliser l'adversaire et de marquer un essai. Et un essai, c'est toujours plus de points qu'une pénalité. Tu parlais de ces lignes d'avantage, ces lignes de 10 mètres. C'est vraiment important de pouvoir... On sait que le gain de terrain est le plus important. Ces 10 mètres qui vous sont offerts sont vraiment importants à gagner. Tu sens que tu peux vite les gagner? On t'offre, de par la règle, on t'offre la défense est à 10 mètres de la touche. Donc forcément, il y a une opportunité de gagner très rapidement 10 mètres. C'est pour ça que vous voyez
ces feintes de molle où le joueur démarre très vite pour essayer d'aller gagner ses 10 mètres, ou un molle assez furtif où on a mis en amont les 3 quarts à l'intérieur de la touche. Et ces 3 quarts, ils sont juste là pour très vite utiliser le ballon et gagner ces 10 mètres avant que l'arbitre baisse les bras et permette aux défenses d'arriver à la hauteur du molle. Mais Antoine, il y a une stat, enfin je ne sais pas s'il y a des stats, qu'il y a plus d'essais qui arrivent de touche que de mêlée. Alors, dans les puristes, on ne va pas dire la touche est plus importante que la mêlée, parce que ça va faire hérisser les cheveux de certains, mais est-ce qu'on a des stats comme ça, ou c'est quand on met en avant cette importance de la touche? Oui, dans les origines des essais, moi je parle pour le top 14, que origine des essais, la touche c'est entre 30 et 40%. Voilà, c'est avec la contre-attaque, je crois que la contre-attaque c'est à peu près 30%, à peu près entre 30 et 35. Voilà, ce sont les secteurs de jeu qui amènent le plus d'essais aux équipes. Et est-ce qu'il y a un combat avec Johan? Parce que depuis quelques semaines, Johan Codulo, quand il vient en point presse, on sait que vous marquez l'adversaire sur les mêlées depuis quelques temps. Johan a tendance à dire on gagne plus de terrain avec une mêlée qu'avec une touche, parce que sur une mêlée, on récupère une pénalité et on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a un combat idéologique entre les puristes de la mêlée et les puristes de la touche? Alors, non, c'est pas un combat, pas du tout. C'est que nous, comme pas mal d'équipes dans notre camp, on évite de faire des ballons portés. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà pour ne pas s'exposer à se faire coffrer un ballon sur un ballon porté. Parce que faire un ballon porté, c'est amener des joueurs au ballon porté. Et à ce moment-là, on dégarnit la ligne défensive qui va monter pour presser. Donc les ballons portés, on les fait plutôt dans le camp adverse. Voilà. Et dans le cas adverse, souvent, on met l'adversaire à mal. Mais après, bon, quand vous êtes à 35 mètres de la ligne, il n'y a plus que 30 mètres de jeu au pied à gagner. Alors que sur une mêlée dans notre camp, quand on a une pénalité, évidemment, on s'offre la possibilité de gagner 40, 50 mètres sur le jeu au pied. Antoine, comment on construit sa touche globalement pour la saison? Comment on constitue son petit ou son grand cahier avec les informations dedans? Est-ce que c'est des choses qu'on a saison après saison, ou au début, il faut bien commencer aussi? Comment on met tout ça là-dedans? Comment on réfléchit à ça? Alors déjà, on est quand même en lien avec... ça dépend le nombre d'entraîneurs qu'il y a dans les staffs. Mais vous avez les touches que vous utilisez pour sortir de votre camp. Donc en fait, c'est celui qui est responsable des sorties de camp qui vous demande s'il veut des touches à 4 ou à 5. Généralement, dans notre camp, des touches à 3 par exemple, on met peu de joueurs. Comme je vous dis, pour garnir ces lignes et monter et gagner le terrain. Puisqu'on va rendre le ballon. Donc on essaie d'avoir une ligne défensive assez garnie. Et après, pour l'attaque, en fait, vous êtes en lien avec l'entraîneur de l'attaque qui lui décide le nombre de joueurs qu'il souhaite dans la touche. Et vous organisez en fonction, à 4, à 5, à 6, à 7. Donc, et combien dans début de saison, tu prépares combien de combinaisons dans votre cahier? Il y a combien de pages dans le cahier? Il y a combien de combinaisons en tout? Ça dépend je pense que ça dépend des entraîneurs. Moi, je suis du genre à avoir pas beaucoup de combinaisons et avoir des sorties de secours. Voilà, moi j'essaie d'entraîner peu de combinaisons. Dans les touches de Montpellier, vous voyez, il y a peu de déplacements des joueurs. Vous savez, il y a ces touches en 3-4 temps là où les joueurs se déplacent. Moi, j'essaie d'éviter. Pourquoi de faire parce que moi, je trouve que... C'est casse-gueule. La touche, c'est quand même... la touche, c'est donc il y a tous les avants. Et vous mettez... pour une touche complète, vous mettez 7 joueurs dans 10 mètres. D'accord. Donc, c'est un peu de faire de la danse classique à des éléphants, quoi. Donc moi, j'évite qu'il y ait trop de déplacements, que les joueurs se télescopent. Généralement, j'ai la chance d'avoir à Montpellier des joueurs grands, costauds. On essaye de sauter sur place, un peu en avançant, un peu en reculant. On fait du simple, mais du simple efficace. Et est-ce que par match, tu en sélectionnes que quelques-unes des touches que vous avez travaillées en début de saison? J'imagine que, admettons, si vous avez travaillé 30 touches sur un match, on dit on n'en fait que 5 aujourd'hui, ou tu laisses la liberté totale à tes joueurs de leur dire vous avez tout ce panel-là et vous pouvez tout utiliser, ou sur ce match-là, on n'utilise que certaines touches? On a un basique à peu près de 8 annonces. 8 annonces par touche, par forme de touche. C'est-à-dire que sur une touche à 4, vous avez à peu près 8 sorties, sur une touche à 5, sur une touche à 6, etc. Et sur les matchs, évidemment, qu'en fonction de ce que fait l'adversaire, on en priorise certaines plus que d'autres. Quand tu dis touche à 4, 8 sorties, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs
sauts différents, plusieurs lancers différents, plusieurs zones de terrain différentes. Encore une fois, j'ai fait simple parce que tu me prends touche à 4, c'est peut-être l'exemple le plus difficile à expliquer puisqu'on va plutôt prendre le cas d'une touche complète. D'accord, donc 7 joueurs. Complète, vous pouvez vous mettre les 7 joueurs écartés de la même manière. Après, vous pouvez vous mettre par exemple en 3-2-2. D'accord. Vous pouvez vous mettre en 2-3-2, voilà, 3-1-3. Vous avez beaucoup de variétés, de formes de position dans la touche. Et dans ces positions-là, vous avez des annonces qui en découlent. Mais c'est infini quand même. Hein. Ça semble infini quand tu l'expliques. Ça semble infini, c'est pour ça que j'essaie de. Voilà, je pense qu'il faut l'expliquer simplement. Par exemple, sur le travail il est d'autant infini là-dessus. C'est une symphonie, tu le dis un peu, les éléphants qui font de la danse, mais c'est génial à penser quand même, non? C'est génial à penser. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que... Non, mais l'important, c'est que les 8 joueurs sur le terrain, ils soient en capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Ouais. Et d'ailleurs, moi, la manière dont je travaille, c'est surtout ce qu'eux, ils souhaitent. Et il faut arbitrer entre des joueurs qui vont être très créatifs et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et voilà, il faut trouver ce juste milieu. Juste, donc, pour reprendre l'exemple par exemple de Montpellier en début de saison, tu n'avais pas tes leaders de touche, Florian Verhaeghe, Jan Sevandresburg. Du coup, ça complexifie la touche parce qu'on a appris que c'était donc Tyler Duguid, qui n'est pas un annonceur, qui a fini par annoncer la touche. C'est là aussi où toi, tu es censé t'adapter à tes leaders de touche et faire des choses différentes et peut-être plus simples. Oui, là, il fallait faire... Après, du simple, non, pas forcément, parce que Tyler, c'est un annonceur qui est de qualité, mais il fallait que je mette en place des touches où il pouvait percevoir et décider. C'est-à-dire avoir une lecture de la défense assez facile et ensuite choisir une annonce qui en découle où on peut avoir le ballon. Donc, pour expliquer aux gens, il y a des touches qui se ressemblent, il y a des variantes, on dit touche complète, touche raccourcie. Voilà, on part d'un postulat comme ça et c'est selon les endroits du terrain. Tu as parlé justement des touches plus raccourcies avec moins de joueurs dans l'alignement, on explique aux gens, dans votre camp. Mais il y a des choses immuables quand on arrive dans le camp adverse. Est-ce que tu peux nous dire ? Voilà, moi j'ai un côté traditionnaliste, la touche à 6 avec un avant relayeur. Oui. C'est-à-dire qu'à la place d'une mêlée à côté de la touche, c'est un avant. Voilà, c'est un avant. Voilà, ça c'est un grand classique pour faire un ballon porté. C'est-à-dire que vous mettez tous vos avants dans la touche, vous en sortez un parce que lui, ça va permettre un impact important sur le bloc à l'atterrissage. Il va s'ajouter. Quand il touche, voilà, et lui il va venir impacter. Il est directement placé en dehors, comme ça il peut impacter fort. Et ça permet de démarrer un ballon porté dans les meilleures conditions. D'accord. Et donc, ça veut dire que soit on donne le ballon directement pour l'éjecter, soit on fait le ballon porté. C'est ces deux choix à chaque fois maintenant, notamment quand je te parlais du camp adverse. Oui, c'est surtout selon les qualités ou ce que vous voulez mettre en place face à l'adversaire. Oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup proche des lignes de but. Je sais pas si je crois que vous l'avez beaucoup vu avec l'équipe de France pendant la Coupe du Monde où vous voyez Jonathan Danty, je crois, qui a marqué, je sais plus contre quelle équipe sur. Vous voyez, la touche, elle est déviée au tout dernier moment. C'est-à-dire que les joueurs viennent se baisser pour presque démarrer un ballon porté. Et le sauteur fait presque une passe de basket. C'est-à-dire qu'il met le ballon au niveau de sa poitrine et il fait une passe de basket au demi de mêlée. Et là, les joueurs adverses, ils pensent qu'il va y avoir un ballon porté. Donc, du coup, ils se rapprochent de la zone de saut. Et là, à ce moment-là, le 9 fait une passe au 12 et il vient attaquer cette zone entre 15 et 20 mètres de la touche. Et là, souvent, elle est dégarnie puisque les avants du fond de touche qui pensaient aller défendre un ballon porté, mais il se retrouve pris pendant une demi-seconde ou une seconde, et ce qui permet au 12 de pouvoir attaquer cet espace. C'est les fameux faux mauls qu'on voit aujourd'hui. C'est les mauls, ce qu'on appelle les mauls furtifs, c'est ça, Antoine. Moi, je sais pas si pour les gens qui nous écoutent ou si toi, Antoine, tu as eu l'occasion de voir le match Basse-La Rochelle. Il y a eu un essai comme ça de Kerr-Barlow où à 5 mètres de la ligne, les Anglais pensaient évidemment que La Rochelle allait faire un ballon porté avec ses puissants. Et finalement, on a éjecté le ballon tout de suite au ras pour Kerr-Barlow qui est arrivé lancé et qui a été marqué. Il y avait un trou, dans ce que tu expliques, il y avait un trou au ras du ballon porté. C'est exactement ça. Alors oui, certainement. Alors si tu me parles de maul furtif, c'est que certainement là, le joueur qui était un avant, je ne l'ai pas vu le match, mais ça doit être certainement un avant qui était à la place du demi de mêlée. Le demi de mêlée devait être à 10 mètres sur la ligne des 15 mètres, un peu plus loin. Et il est rentré quand le bloc a atterri, il a dû rentrer pour arracher le ballon. Ouais. Mais au lieu que l'équipe démarre un ballon porté, lui, il est sorti de là. Souvent, ils sortent en reculant sur 1 mètre ou 2.
Et là, où il redémarre vers l'avant, ou il fait une passe à ce moment-là, et c'est certainement dans ce cadre-là que La Rochelle a dû c'est marquer. extrêmement difficile à défendre, ça, hein, à 5 mètres de sa ligne. C'est une arme létale, Antoine. Que ce soit ballon porté ou pas, hein, ou ce que tu viens d'expliquer. Bah, tout est dans la touche. Tout est bon, tout est bon, Comme le tout est cochon. bon à prendre. Dans la touche, tout est bon. Après, il faut voir quelles sont les capacités de tes joueurs à réaliser ce genre de choses. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a des vraies difficultés techniques sur la touche. On a l'impression que c'est... Alors, c'est toujours pareil, on parle pour les gens, on a l'impression que c'est simple. Tu as 2 joueurs, ils prennent le short, ils jettent le joueur en l'air et la touche est finie. Moi, j'ai eu la chance de venir te voir entraîner les espoirs, Oui. où je t'ai vu insister sur la position des fesses pour faire, la position des talons, la position des pieds. J'ai appris qu'il y avait donc des machines pour apprendre à lifter. Il y a beaucoup Lifter, de c'est pour ceux qui travail. savent pas, c'est soulever C'est pour le joueur. Hein. soulever le joueur. Les Il y a lifters, beaucoup de ouais. travail de l'ombre finalement dans la touche. C'est pas aussi simple que ce qu'on voit nous derrière la télé ou quand on est au stade. Il y a beaucoup de travail très très spécifique et pointu. Oui, il y a un travail précis. Bon, là, tu parles. Il y avait la position du sauteur déjà, Ouais. comment le sauteur se tient pour être lifté. Et oui, la position des mains des lifters, de ceux qui soulèvent. Donc toi, tu parles des C'est-à-dire, fesses. tu peux nous dire, le sauteur, c'est quoi? C'est jambes tendues, le sauteur, où il y a si tu peux nous donner des petits trucs comme ça. Il faut être légèrement fléchi, mais je vais vous donner, bon, c'est pas un secret, mais je vais vous dire, on saute avec les pieds et pas avec les jambes. C'est-à-dire que vous êtes légèrement fléchi, mais vous sautez en appuyant avec vos pieds. Parce que si vous sautez avec vos jambes, c'est-à-dire que si vous amenez votre bassin vers le bas et que vous repartez vers le haut, ça prend beaucoup trop de temps. Moi, si je suis à côté de vous et que je saute avec mes pieds, juste avec une impulsion des pieds, je vais être beaucoup plus vite en l'air. Donc déjà, les sauteurs, mais la plupart des sauteurs, si vous regardez, l'exception que j'ai au niveau international, c'est Eben Etzebet, qui lui saute, vous voyez, il est chargé vers le bas, vous le voyez toujours. Ouais, c'est vrai, il est chargé, un peu. Ouais. il est presque très bas en position de squat, donc ça, voilà, je pense qu'il ne faut pas changer les habitudes des gens, mais c'est un des rares que je connais qui saute comme ça. C'est ses qualités naturelles qui font ça, tu penses? Oui, ou son éducation, parce que voilà, il y a une grosse éducation de touche en Afrique du Sud. Mais donc il y a beaucoup de travail d'ombre, de pieds aussi, de couloirs à respecter. Il y a beaucoup de position des pieds. Position des pieds. Voilà, Donc, c'est toujours mieux d'avoir les pieds qui regardent le lanceur. Ouais. On n'y pense pas, mais c'est tout bête. Ouais. Non, il vaut mieux avoir les pieds qui regardent le lanceur, puisque vous avez des sauteurs, par exemple, qui se mettent les pieds dans la direction des lignes d'essai. Vous voyez, ils viennent se mettre de profil par rapport au lanceur. Mais c'est intéressant, mais au moment où ça lance, il faut bouger ses pieds pour les mettre face au lanceur à ce moment-là. Et ensuite sauter. Donc c'est toujours pareil, on perd un peu de temps. On perd de temps. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de questions de temps de ce que tu dis là. Il y a beaucoup de questions de temps et de vitesse en fait. Tu dis sauter avec ses jambes, ça fait perdre du temps. Regarder les pieds, la ligne du temps, ça fait perdre du temps. Ça se compte à des petites secondes précises comme ça. Oui, c'est des dixièmes de seconde que l'on gagne. Mais encore une fois, c'est parce que moi, mon parti pris, c'est de faire des touches assez simples, mais de les faire bien. Voilà, avec une réalisation technique et physique de qualité que j'essaie d'entraîner. Après, si vous travaillez la multitude de mouvements dans la touche, une feinte, 2 feintes, 3 feintes, on se déplace, etc. Là sur ce genre de touche, l'idée c'est d'aller chercher des espaces libres. Et juste dans la spécificité, j'imagine que d'avoir un patin lifter ou Erdosio lifter, il t'emmène pas le joueur à la même hauteur aussi. Donc dans ta composition d'équipe à toi, la taille, parce qu'il y en a un qui il fait, doit y avoir 20 cm d'écart après entre les deux joueurs. Dans tes toiles des lifters, des joueurs qui lèvent les joueurs, j'imagine que dans ta composition d'équipe aussi, tu adaptes les touches en fonction des joueurs que tu vas avoir sur la pelouse. Tu peux pas faire les mêmes touches si c'est un patin ou Erdosio qui lift. Alors, enfin, moi après, je vais pas vous. Si vous voulez, je vous révèle tous mes secrets. Mais moi, non, mais très honnêtement, moi, je les entraîne tous de la même manière. En gros, voilà, que quelqu'un fasse 1m10 ou 2 mètres, je leur apprends à jeter le sauteur très haut, le plus haut possible. Tu parlais de position de main pour les lifters. On rappelle aux gens, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les sauteurs ont un strapping sur les cuisses et sous ce strap, comment on appelle ça, la petite, aide-moi Antoine. Ils mettent une espèce de mousse qui permet au lifter avant. Voilà, de caler les mains. Donc, parce qu'on parlait de la position des mains sur les fesses, mais ça c'est plutôt pour le lifter arrière. Et pour le lifter avant, souvent ils essaient de venir attraper les cuisses. Moi, encore une fois, je leur demande presque d'attraper les genoux, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'attraper les genoux d'un sauteur.
Et en fait, les sauteurs, ils mettent ces cales pour pas que les mains du lifter avant ne glissent sur leurs cuisses. D'accord. Ça bloque ensuite. D'accord. Voilà, mais même là, encore une fois, j'arrive à aller chercher des centimètres. Je leur casse les pieds, j'arrive à aller chercher des petits centimètres à cet endroit. C'est-à-dire que tu refais les straps avant le match. C'est-à-dire que s'ils sont trop hauts, je leur fais la remarque que s'ils sont plus proches du genou, eh bien, on gagne 3-4 cm. Ça va finir aux chevilles, ça. Ils vont les prendre dans les chevilles. Moi, je pense qu'on y viendra un jour, certainement. Non, tu n'es pas sérieux. Non, mais j'ai connu des très très bons lifters qui. Après, il faut que le sauteur soit. Il faut que le sauteur soit gainé. Oui. Soyez gainé. Parce que, oui, parce que tu prends par les chevilles. Mais j'ai connu des très bons lifters qui m'attrapaient au tibia. Ah ouais. Donc ça allait très très haut, quoi. Oui, ça allait. Voilà. Juste de manière plus générale, qui sont selon toi les meilleurs joueurs dans cet exercice, en France ou dans le monde? Toi, alors peut-être les adversaires sont les plus embêtants dans le top 14, et puis dans le monde, est-ce qu'il y a des références de touche, quoi? Ouais, moi je suis plutôt à mettre en avant les collectifs plutôt que les joueurs. Aujourd'hui, moi je trouve que la Nouvelle-Zélande est une équipe très performante dans ce secteur. Enfin, en tout cas, dans ce que je recherche, c'est-à-dire des choses simples. Ce qu'on appelle le lancer-sauter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons, c'est-à-dire on lance le ballon et c'est la qualité d'exécution du sauteur avec ses pieds et des lifters à arriver très vite sous le sauteur. Pour moi, la Nouvelle-Zélande fait référence. Et question basique, est-ce que du coup c'est pas plus facile à lire pour la défense quand vous faites des touches simples plutôt que des touches très compliquées où on voit les joueurs tourner dans tous les sens et feinter? Est-ce que c'est pas plus facile à descendre une touche simple ça si dépend, c'est bien exécuté? Encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Tout dépend de l'adversaire. Il y a une part de mystère. Et comment on choisit un leader de touche, Antoine? Comment tu choisis, toi, à Montpellier, en début de saison, un leader de touche? Alors, je disais que tout à l'heure, vous avez Flo Verhaeghe qui parle parfaitement français, Janse van Rensburg qui est un Sud-Africain, donc il y a peut-être la barrière de la langue. Est-ce que ça compte aussi, la barrière de la langue, dans quelqu'un qui annonce la touche, ou tu fais abstraction de ça et tu te dis, lui, c'est mon meilleur sauteur et c'est lui qui annonce et on s'adapte à lui? Alors, attends, dans ta question, il y a plein de questions. Donc, par rapport à la langue, exactement, par rapport à la langue, on essaye de faire en sorte que les mots qui sont prononcés soient audibles par toutes les nationalités. D'accord. Voilà, donc ça c'est important, surtout sur les petites annonces de secours que vous pouvez entendre au dernier moment. On fait attention à ça. Et après, pour moi, ce qui fait un bon leader de touche, c'est quelqu'un qui perçoit les espaces libres, comme un joueur qui perçoit les intervalles sur le terrain et qui du coup décide la bonne annonce qui en découle. Mais comment on voit un espace libre dans une touche? Voilà, c'est ça, c'est là où... Comment voir un espace libre dans 10 mètres où il y a 7 joueurs en face? C'est ça, parce que tu peux arriver avec donc 4, 5, 6 ou 7 joueurs, toi, sur la touche. Et comment vous décidez déjà la touche et comment lui voit l'espace? Parce que c'est une question, en fait, d'une sorte de poker. Chacun s'adapte, fait des feintes, tout ça. Au poker menteur. Oui, surtout qu'il y a plusieur formes de défense en plus. Donc il y a la défense qu'on appelle miroir, c'est-à-dire... c'est une espèce de miroir 1 contre 1, c'est-à-dire que la défense qui est en face, un joueur va marquer un autre joueur. Marquage individuel, entre sauteurs. Voilà, un sauteur pour un sauteur, et ensuite vous avez la défense de bloc, ce que vous voyez très souvent, c'est-à-dire que sur une touche avec 7 joueurs ou 6 joueurs, vous avez 2 blocs qui sont plus ou moins armés, qui se déplacent ou devant milieu, ou milieu-fond, ou par exemple devant et au fond. Et comment on choisit les noms des touches? Les annonces, comment tu choisis? Non, t'as dit que c'était plutôt des choses simples. Je me rappelle, moi, c'est plus une note de musique. C'est chez nous Vincent Moscato qui disait on avait une touche qui s'appelait Orange, mais c'était une fois et la couleur et la ville, et du coup nos sauteurs des fois ils comprenaient pas. Donc t'as dit des choses très simples. J'imagine une lettre, un chiffre. Oui, une lettre, un chiffre. Il y aurait presque pas besoin d'annonce puisque les joueurs se regroupent, se regroupent furtivement. Ils vont en courant à la touche et ils exécutent le mouvement ou l'annonce de secours. Alors, on peut prendre le cas par exemple de l'équipe anglaise qui a un style d'annonce qui est différent. Vous voyez souvent Maro Itoje qui fait 1 ou 2 avec les doigts. Donc eux en fait c'est un lancement qui est préétabli. Les Anglais c'est un lancement qui est préétabli. Lancement de jeu pardon, c'est-à-dire qu'ils vont faire ou une touche à 4, ou une touche à 6 ou une touche à 7 et ils vont lancer le jeu derrière avec les 3/4. Donc il y a le lancement 1 touche à 5, lancement 2 touche à 6, lancement 3 touche à 7. Il prépare ça pendant la semaine et sur chaque touche il n'y a que 2 sorties. D'accord. Voilà, il y a pour le match il y a 2 annonces sur la touche à 5, il y aura 2 annonces. Donc quand ils entendent lancement 1, ils savent qu'ils vont en touche à 5. Là il dit 1 ou 2 et ils exécutent une des 2 annonces. D'accord.
Lancement 2, touche à 6, ils y vont, il fait 1 ou 2, et de la même manière. D'accord. Et donc le petit moment de cercle, c'est là où c'est annoncé, donc finalement, où tout se joue. Alors juste avant le cercle, normalement, il y a le 10 qui est censé communiquer. Dire ce qu'il veut, s'il veut le ballon tout de suite ou pas. Oui, s'il veut un ballon porté, s'il veut une touche déviée, s'il veut une touche avec toutes les feintes dont tu m'as parlé avant. Voilà. C'est le 10 comme ça qui peut dire ça c'est le 10 qui décide, oui. Ça, c'est le 10 qui décide. Nous, on est les avants, on est au service des trois quarts depuis toujours. Non, mais c'est des choses que perçoivent pas le public, tout ça, en fait. Toutes ces petites communications, finalement, assez rapides, où le 10, il fait passer le message à qui? Au leader de touche. Au leader de la touche. Voilà, c'est la chaîne de commandement. D'accord, donc le 10 va au leader de touche, qui lui fait le petit cercle et qui dit, bon, finalement, on fait cette touche-là, et après, on s'organise autour de ça. Oui, et après vous pouvez voir souvent le talon est en place, vous allez voir un joueur qui court lui dire et qui revient se mettre en position. D'accord. Comment on décrypte la touche adverse, Antoine? Comment cacher le plus possible ses propres combinaisons? Il y a tellement de vidéos maintenant, les matchs sont tellement décortiqués. Est-ce qu'on arrive à avoir encore ce secret un petit peu ou à le percer de toute façon, il faut voir les stats de fin de match, c'est ça? De prise de balle, prise de guerre en touche chez le lancer adverse. Oui, nous, on a beaucoup de choses à disposition, hein, notamment les zonages de prise de balle, par exemple. Ça vous aide pas mal. Vous savez, entre les 5 et les 15, on peut avoir un zonage... Entre les 5 mètres, la ligne des 5 mètres, c'est entre la ligne de touche et la première ligne qui est devant. À 5 mètres et aux 15 mètres, c'est au fond de la touche, en gros, pour expliquer. Oui, exactement. C'est l'espace qui délimite l'espace dans lequel les joueurs ont le droit de se positionner. Et vous avez on peut recevoir des zonages, vous savez, avec une intensité... de couleur, c'est-à-dire que plus vous avez de points rouges à un endroit, ça veut dire que ils utilisent souvent cet endroit pour sauter. Il y a du secret, je sais que vous n'aimez pas qu'on filme les touches à l'entraînement. Ah oui, alors j'ai une anecdote. Historiquement, il y a 10 ans. J'ai une anecdote. Vas-y. Parce que moi, je suivais un peu Montauban à une époque et on commençait à filmer avec la caméra et à l'entraînement. Voilà. Et Antoine était dans la touche et c'est plein à Laurent Travers que j'étais là avec ma caméra. Il s'en rappelle pas, Antoine, mais moi je me rappelle. Oh, Toto, qu'est-ce qu'il fout là? Il avait dit. Toujours. Non, mais Antoine, c'est pas que toi. Par expérience, à tous les entraînements et les touches, ça tend toutes les équipes dès qu'il y a des caméras, choses comme ça, parce que il y a un petit, non mais c'est vrai, il y a un petit côté parano un petit peu. Non, mais il y a une paranoïa. Il y a une paranoïa totale, mais par exemple, si je regarde un reportage sur une équipe quand vous filmez la semaine et que le soir vous montrez des images sur les jeux de chasuble, sur la manière dont ils se positionnent, si je vois une touche, c'est beaucoup de travail gagné. T'as une info. C'est par exemple, comme je vous ai expliqué, sur une touche à 7, vous pouvez être 7 écartés, ou 3-2-2, ou 3-1-3. Si moi, pendant la semaine, je vous vois filmer qu'ils sont en 3-1-3, déjà, quand je prépare ma défense, je sais qu'ils vont venir nous chercher en 3-1-3. Vous voyez, ça m'évite de préparer la 3-2-2 quand ils sont en 3-2-2 ou en espacé. Mais donc tu regardes avant Toulouse, tu regardes tous les reportages qui vont être faits sur Toulouse dans la semaine pour te dire. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles, comme vous savez, les réseaux sociaux, les comptes Instagram. Et alors, ce qu'ils adorent faire les community managers, c'est mettre en photo les joueurs à l'entraînement. Et alors, moi, ce que j'adore regarder, vous savez, c'est les annonceurs avec leurs annonces sur le bras. Là, il y a ceux qui arrivent à mémoriser, il y a ceux qui ont besoin de tout avoir sur le bras. D'accord. Et alors, ce que j'adore, moi, c'est quand il y a une photo prise à l'entraînement, communiquée en suivant. Sur le compte Instagram du club, avec souvent l'impression sur l'avant-bras du joueur, vous savez, de toutes les touches prévues. Pire que les Russes, quoi. Ça veut dire qu'alors tu regardes les réseaux sociaux des équipes adverses? Oui, surtout que je terrorise beaucoup plus le community manager que le journaliste qui vient me filmer 3 touches à l'entraînement. Ouais, en plus, franchement, nous, on pourrait servir BFM, c'est pas le genre à passer 28 touches de MHR. Mais il t'en suffit d'une. Mais il en suffit d'une, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça a toujours tendu tous les coachs ou tous les joueurs partout où on allait comme ça. Et par exemple, au Stade Toulousain, on n'a plus le droit voilà, quand il y a les touches, pas de vidéo. À Montpellier, c'est pareil. Quand il y a les touches, on nous dit merci de ne pas filmer les touches. Et juste dans cette adaptation où tu dis que tu regardes alors, je ne sais pas si c'est toi qui regardes les réseaux sociaux de l'équipe adverse, mais est-ce que tu te prépares à une équipe, admettons, et là, on sait que au rugby, les compos sont annoncés le vendredi à 18h. Est-ce que le vendredi à 18h, en fonction de l'équipe adverse, tu peux changer votre stratégie de touche que vous avez mis en place en disant finalement il n'y a pas un gros contreur en touche, ils vont plutôt peut-être nous prendre en bas plutôt qu'en haut? Est-ce que toi, le samedi matin, lorsque vous faites votre dernière mise en place, tu t'adaptes en te disant voilà l'équipe qu'on a et on peut changer peut-être quelques petits trucs qu'on avait travaillés?
Alors, plutôt en début de semaine, on essaie de prévoir les différentes associations, en deuxième ligne, troisième ligne, souvent. S'ils vont être plus aériens ou plus terriens, c'est-à-dire terriens costauds pour les ballons portés. Mais on essaye à peu près de tout prévoir. Et quand la composition sort, en fait, on ajuste, on en élimine. D'accord. En fait. C'est quoi un bon pourcentage de réussite en touche, Antoine, sur tes propres touches 100%. Et sur les ballons volés, d'un autre côté, et dans un deuxième temps sur les ballons volés alors, je vais répondre à la question différemment. Je ne vais pas vous donner un pourcentage. Ce qui est important de comprendre en touche, parce que là, jusque-là, on n'a parlé que de la conquête aérienne, mais la touche, c'est un équilibre entre la conquête aérienne, les ballons portés, et l'utilisation de l'espace dont je vous parlais, c'est-à-dire cette défense qui est à 10 mètres. 10 mètres. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de tout prendre en compte. Parce qu'on est entraîneur de touche dans différents clubs, avec différents effectifs. Et on peut avoir un effectif qui est très aérien, et vous pouvez aussi avoir un effectif qui est très terrien. Donc en fait, si vous avez un effectif qui est très aérien, en effet, c'est des joueurs, pour expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des joueurs qui sautent. Qui sont plus élancés que des joueurs longilignes. C'est plus des flamands que des méafous, quoi. Voilà. Des cotons-tiges comme moi ou des éléphants comme j'en ai certains aussi. Donc quand tu as une équipe aérienne, tu dois t'approcher du 100%. Tu dois généralement avoir du succès sur la conquête aérienne. Et si tu as une équipe qui est plus costaud, comme j'ai par exemple eu en début de saison, on avait des difficultés sur la conquête aérienne pure. Donc j'étais assez tolérant sur certains points par rapport à la conquête aérienne. En revanche, sur les ballons portés, j'étais intransigeant parce que j'estimais qu'on n'avait que des éléphants sur le terrain. Donc ok, on a le droit de perdre des ballons dans les airs. Par contre, quand on les capte, j'étais intransigeant, il fallait gagner des mètres, absolument. Donc il y a le pourcentage de ballons en l'air et le nombre de mètres gagnés, en fait. Ça dépend en fonction de ton équipe. Gagner avec le ballon porté, ou si vous avez des 8 dynamiques, comme vous avez Sam Simons, comme vous avez Ben Hurst avec l'équipe d'Angleterre, sur ces molles furtifs, si vous avez des joueurs si vous prenez le parti pris de faire des molles furtifs, il faut gagner des mètres. Si vous avez les joueurs qui vont avec, c'est toujours pareil. Il y a une part de rappel pour les gens, juste Julien, c'est on pense que les avant-groupés vont avancer ensemble, mais il y en a un qui sort comme ça tout de suite, alors que la défense en face est concentrée sur ce maul. Vas-y, Julien. On n'a pas forcément parlé, on a parlé des sauteurs, il faut aussi parler du lanceur de touche, avec ce stress qui lui impute. On en a parlé un soir, je me rappelle, où tu dis un talonneur qui sort d'une mêlée, qui est très contracté des épaules et des bras, tu lui demandes 2 minutes après d'aller être tout détendu et de lancer. Ça explique aussi parfois que sur des touches décisives, qu'on appelle les fameuses pénales touches à 5 mètres, ils puissent ressentir de la pression et que ce soit plus difficile, ces zones-là du terrain pour eux à lancer. Ouais, alors là, tu as donné beaucoup d'infos encore dans ta question. C'est la même chose pour les leaders de touche, de toute façon, mais c'est comme tout le monde. Je veux dire, quand vous faites du sport jusqu'à un certain point, si on vous demande de réfléchir à un sujet, vous allez réfléchir de manière un peu plus lente. C'est normal, il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Je crois que c'est chez tout le monde pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en effet, sur des joueurs comme les talonneurs, où c'est quand même un poste où il faut combattre, et même de tous les avants, très dur. En combat fort. Oui, comme je dis, les talons, ils sortent d'une mêlée, ils ont serré fort avec les bras, ils sont congestionnés. Et après, on leur demande d'avoir un geste fluide de golfeur en lançant le ballon. Donc, forcément, c'est un peu antinomique, quoi. Du coup, il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux faire lancer un autre joueur qu'un talonneur ? Ah oui. Ah oui, ça c'est. Oui, mais moi, évidemment, moi en tout cas, j'ai proposé à la formation montpelliéraine que c'est un retour, c'est un retour en arrière. On le faisait avant on faisait lancer les demi-mêlées. Moi, j'estime que le joueur sur le terrain qui a des mains, qui est doué de ses mains, le demi-mêlée, il doit être en capacité de lancer en touche également. Oui, et puis alors, juste pour revenir à la question d'avant, on parlait d'histoire de contexte, sortie de mêlée, mais il y a l'histoire du score aussi, de la touche décisive, du match à l'extérieur, la pression du public. C'est pour à la décharge du talonneur, il y a beaucoup de paramètres comme ça où il faut avoir la tête froide. La durée du temps de jeu qui précède la touche. Puis si vous avez une séquence, par exemple de pick and go, où le talonneur il est amené à plaquer 1 fois, 2 fois, contesté.
courir, replaquer. Là, c'est un moment où il a besoin de récupérer. Et finalement, le temps de récupération va être court puisqu'on essaie de réduire ces moments où le ballon est en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller très vite à la touche pour remettre le ballon en jeu. Donc pour lui, voilà, c'est beaucoup de contraintes. Et justement, est-ce que c'est une donnée aussi qui change sur la touche? On voit que l'équipe de France a essayé de jouer ses touches très rapidement. Je te vois, toi, demander à mettre beaucoup de rythme, où tu comptes sur les fins de temps de jeu en disant 5 secondes, il faut qu'on soit prêt. Il y a cette volonté aussi de mettre de la vitesse même pour aller lancer et peut-être aussi pour que l'équipe adverse s'adapte. Alors, de mettre de la vitesse et aussi ça me permet de mettre de la pression. Voilà, parce que dans ta question, oui, non, mais quand tu me dis, ouais, les joueurs, ils ont la touche décisive à lancer et il est certain qu'ils ressentent beaucoup de pression à ce moment-là. Et moi, quand je compte à l'entraînement, comme ça, là, je compte fort de manière désagréable. En fait, c'est juste fait pour les déstabiliser et pour les préparer à justement encaisser cette pression au moment du lancer décisif. Et puis, juste, on parle du talonneur, c'est quand même un geste technique incroyable. Notamment, on pense les touches au fond, il y a des touches directement sur le premier 3/4 centre. C'est une passe à deux mains comme ça. On le souligne peut-être pas assez, Antoine, le travail du talonneur de précision sur ses lancers. Ah oui, moi je trouve ça incroyable. Vraiment. Mais à chaque entraînement, c'est vrai que avec eux, j'ai beaucoup de patience. Quand ils n'y arrivent pas, par rapport à d'autres, par rapport aux sauteurs, aux lifters, où je suis très très exigeant, les lanceurs vraiment, je les admire profondément. Parce que c'est complexe parce que la hauteur, on en revient toujours pareil, il lance pas forcément à la même hauteur en fonction de qui va le lifter, de qui saute. Il y a une adaptation permanente aussi à eux du lancer. C'est quelque chose. Comment ça se travaille? C'est toi qui leur fais travailler le lancer ou il y a des travails de skills spécifiques pour les talonneurs, comme un neuf peut travailler ses passes? Le talonneur fait un travail spécifique avec un... Oui, on fait des ateliers de développement de manière assez simple. Vous savez, la chaise de l'arbitre au tennis. Oui. Vous voyez, on se met en haut, on le fait lancer. On a le filet de pêche aussi, vous savez. Qu'on voit souvent. Alors moi, je me mets sur la chaise. Il y a un autre joueur qui lève le filet de pêche pour mimer le bloc qui va contrer. Et lui, il m'envoie le ballon. Donc on fait ces petits ateliers pour les préparer. Et puis après, on le fait vivre avec 2 alignements. Et on les prépare à ce qui va se passer. On parle souvent de la passe du demi-mêlée, mais le lancer du talonneur, c'est comme tu l'as dit, c'est virtuose, hein, souvent. Voilà, on le souligne. Et maintenant, il faut qu'il y ait des talonneurs extrêmement intelligents. Vous vous rendez compte par rapport à une époque? Non, c'est juste une vanne. C'est juste une vanne. Avec toutes les formules et tout. Je vais me faire des ennemis. C'est les pires. Moi, j'ai toujours pensé que les joueurs intelligents étaient devant. Mais ça t'a arrangé. Juste avant de parler d'innovation qu'on pourrait voir maintenant sur les touches, une dernière question sur la défense des touches. Est-ce que quand on défend une touche à 5 mètres, c'est toujours en bas, on ne saute pas pour pas être mis en difficulté? Est-ce que voilà, comment on défend une touche? Quand est-ce qu'on décide de sauter? Tu l'as dit, c'est miroir simplement, ça regarde dans les autres, c'est où il y a des basiques et on sait qu'on va défendre de telle manière à tel endroit. Alors, comme je vous ai dit, la touche, il y a l'espace, le molle et la conquête aérienne. Donc, en fonction des zones du terrain. À 5 mètres de sa ligne, c'est plus compliqué. Voilà, à 5 mètres de sa ligne, on se doute que l'équipe adverse va essayer de faire un ballon porté. Ouais. Donc on se prépare à défendre ce ballon porté. On se dit aussi qu'ils peuvent faire cette passe de basket là, dont on a parlé pendant la Coupe du Monde là, avec l'essai de Danti. Donc il faut être prêt à défendre le ballon porté, mais il faut être aussi prêt à défendre cette zone des 15 mètres qui peut être potentiellement attaquée. Donc une fois qu'on est prêt au sol à défendre ce ballon porté et cette zone des 15 mètres, on positionne ces blocs, on choisit les blocs ou miroirs en fonction des équipes et on choisit l'endroit où on va essayer de défendre en l'air. Et voilà, et peut-être on peut laisser aussi des zones où on sait que là, pour ce match, on a choisi qu'on n'allait pas les défendre en l'air, mais on sait qu'on va les défendre le porté. Voilà, l'important, c'est qu'entre l'espace, le molle et les airs, l'important, c'est que les joueurs soient, on utilise ce mot très souvent dans le rugby d'aujourd'hui, c'est que les joueurs soient connectés. Voilà, c'est connecté, qu'ils soient organisés en fait, que l'équipe soit organisée à défendre un peu toutes ces zones du terrain. Il n'y a pas une règle immuable pour toi, c'est-à-dire qu'à 5 mètres, nous on ne saute pas, on reste forcément en bas. Tu préfères quand même essayer d'aller aussi contester en l'air si c'est possible. Il n'y a pas une règle. Ça dépend. Je ne répondrai pas à cette question.
Il y avait quand même quelques secrets. On va finir avec cette question des innovations. Comment elle peut évoluer, cette touche voilà. On a parlé d'une mine mêlée. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tiroirs qu'on ne peut peut-être pas dire, Antoine, mais qu'on peut peut-être évoquer? Je sais non, mais pas, on se rappelle, comment dans les nouveautés, on se rappelle tous de l'essai de la Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France en 2011, où ils avaient ouvert la touche au milieu et comment ils avaient appelé ça, le sachet de thé. C'était ça qu'ils avaient appelé avec Keino, je me rappelle. Oui. Ils avaient ouvert le T-bag, ils avaient ouvert, et c'est des choses qu'on voit aussi. Au milieu, il était passé en finale en 2011. Il était passé au milieu. Il y a des choses touche, comme ça Antoine, qu'on peut. J'imagine, non? Oui, je vois très bien. Mais là, encore une fois, il y a un parti pris. Il y avait deux blocs pour expliquer aux gens. Il y avait deux blocs et ils le mettent sur le deuxième et lui, Keino, passe au milieu. Il est comme si on lui livrait comme si on tenait le ballon comme un sachet de thé. Voilà, on lui livrait comme ça. Voilà. Oui, c'est un parti pris. À ce moment-là aussi, l'équipe de France défendait avec ses deux blocs en l'air. C'est-à-dire qu'il y avait deux blocs et donc les joueurs étaient mobilisés par le bloc. C'est-à-dire que le ballon était envoyé vers le fond. Mais l'image, je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais j'ai quand même souvenir que le bloc de devant français est aussi en l'air. Donc ces trois joueurs-là, ils sont mobilisés par la défense aérienne, ce que je vous explique, et ils ne sont pas forcément mobilisés par la défense d'un potentiel ballon porté ou d'un jeu dans les espaces qui sont autour. Et c'est comme ça qu'ils avaient trouvé du succès, les Néo-Zélandais. Est-ce que tu arrives à être surpris encore par des touches aujourd'hui? Est-ce que, j'imagine que tu dois en regarder beaucoup, tu dois en bouffer beaucoup. Est-ce que tu te dis, ah, celle-là, ils ont une bonne idée? Oui, ça toujours. Ouais. On est toujours, on apprend chaque jour. Franchement, il y a plein de joueurs, d'entraîneurs, de passionnés qui ont de bonnes idées. Donc je regarde. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors je te parlais d'une nouveauté. Quand on voit, est-ce qu'on peut avoir un 3/4 qui vient dans la ligne? Est-ce qu'on voit les Toulousains qui faisaient sur les renvois? En fin de match, ils mettaient Cheslin Colby à l'époque sur la ligne des 10 mètres sur les renvois, hein, pas sur les touches. Tu te rappelles certainement. Est-ce que quelqu'un qui est très facile à soulever comme ça, où il y a toujours ces problèmes de taille? Voilà, il y a un truc que tu imagines voir un jour? Pour l'instant. Moi, je me dis que je sais pas si je suis très novateur, mais moi je trouve que de faire lancer un 3/4 ou le demi de mêlée pour avoir, vous savez, cet avant relayeur qui vient impacter, ça vous permet, au lieu de faire une touche à 6 avec un avant relayeur, ça vous permet de faire une touche à 7 avec un avant relayeur. Donc ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je suis pas très novateur, donc. Non, mais très sérieusement, Antoine, c'est quelque chose qu'on peut voir d'ici la fin de la saison, de voir Léo lancer en touche, ou c'est quelque chose qui est dans ta tête? Il voulait pas le dire, Julien, mais tu as tout balancé. Non, mais j'en sais rien. Non, mais c'est vraiment quelque chose que tu travailles très sérieusement, où tu en parles à Joanne, et c'est quelque chose autour duquel vous travaillez. Non, mais je me rappelle que Karim Ghezal en avait parlé avant la Coupe du Monde en disant on aurait dû faire la combinaison avec Antoine Dupont. C'est des choses qui sont vraiment travaillées. Oui, mais comme je regarde aussi, par exemple, c'est un secret parmi d'autres, mais dans les choses dont on a prévu cette saison, mais je regarde aussi la capacité, vous savez, des centres, les joueurs, les 12, qui ont beaucoup de puissance au niveau du bas du corps. Eux, je regarde comment les mettre, vous savez, sur cette première ligne qui vient pousser sur le bloc. Parce que vous avez des joueurs là qui développent beaucoup de puissance avec leur bas du corps et toniques, ils sont toniques, et des fois un peu plus toniques qu'un avant pachydermique. Donc pour démarrer en vitesse un ballon porté, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est lié aux qualités des joueurs. Mike Phillips aurait très bien pu être sauteur en touche. Vous voyez, on aurait pu. D'ailleurs, je me demande si. Moi, quand je t'avais lu au Racing, on l'a pas fait, mais je me demande si à Bayonne, une fois, il n'est pas rentré en fond de touche pour sauter. Vous voyez. Merci Antoine, merci d'être venu partager. Allez, on va dire cette passion, on peut le dire comme ça. Hein, je parlais de passion, c'en est une. C'en est une. À l'overdose. À l'overdose. Oui, les heures devant l'ordi, de clip, on imagine, ça doit être. Mais bon. D'ailleurs, on doit dire aux auditeurs, on avait l'ordi devant nous qu'on n'a pas sorti pour pas que ça soit trop compliqué, parce que je crois qu'on serait rentré dans les choses très pas mal précises. d'infos aux auditeurs quand même. Pas mal. Déjà, s'ils voient tout dans leur tête, c'est déjà bien. On va te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, Antoine. À toi, au tien. On te souhaite plein de ballons à deux mains, hein, comme on dit, plein de prises de ballons de main de la part de tes joueurs. Mais merci d'être venu, c'était sympa de décortiquer ça arrive pas souvent, c'était bien de prendre le temps de le faire, on est assez content. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, on refait ça avec plaisir sans le script. D'accord, merci Julien. Merci.
bonne fête. Merci Arthur Robert et bonne fête à tous. Arthur Robert à la production, Kevin Pogam à la réalisation. Et vous aussi, on espère aux auditeurs que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, continuez à rester fidèles à Entre les poteaux. On va aller comme ça, des fois dans le détail, dans le rugby, pour vous expliquer. Pour les spécialistes, ils ont dû se régaler. On vous remercie par avance et on espère que voilà, vous passerez aussi de bonnes fêtes. On vous embrasse. Et Entre les poteaux, c'est tous les lundis et les vendredis à télécharger. Ciao.